Selon une étude, la Côte d'Ivoire fait partie des 3 pays avec le plus fort taux de suicide en Afrique. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui pousse les Ivoiriens au suicide? On en parle aujourd'hui dans votre émission préférée, Les Femmes d'ici. À tout à l'heure. On a tous une bonne raison de suivre Les Femmes d'ici avec Double Millionnaire. Avec son nouveau format plus économique à 1500 francs, découvrez la nouvelle Kiren 10 litres, facile à utiliser. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro des Femmes d'ici. Désolée, j'ai crié et parce qu'on a vu un peu trop de chair. Et comme j'ai peur, on parle de suicide là, j'ai pas du tout envie de provoquer. Voilà, donc je me suis couverte un tout petit peu. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro des Femmes d'ici. L'émission en question, l'émission autorisée, l'émission la plus suivie du monde. Tous les jours du lundi au vendredi à 13h05. L'émission dont vous ne pouvez plus vous passer, l'émission vitale et vraie, importante surtout pour votre santé et votre épanouissement. Sans cette émission, il y aura un problème dans votre équilibre. On applaudit. Buffalo soldier, hey, dreadlock rasta. Yes, there was a buffalo soldier in the whole of America. Yes, why yo yo, why yo yo yo, why yo 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 yo. Play us some music, this reggae music, roots rock reggae. Yeah, this Bon, fais vite, moi, danse plus vite. À la petite sœur de, comment elle s'appelle, Bob Marley. C'est vrai? Cathy Marley. Non, toi, tu parles de celle qui a fait, comment elle s'appelle l'autre, la go, là. Il y a bien aussi un Mika, il a fermé mon cou. On parle de suicide, maintenant, on sait, mais... Alors, je pense que justement, c'est parce qu'on parle de suicide qu'on essaie d'être un peu plus joyeuse. On essaie d'envoyer de la joie parce que c'est une émission. On parle de tout avec joie. Voilà, parce que la vie est positive et il faut qu'on donne la force à ces personnes-là qui vivent des situations difficiles. Il faut qu'elles se disent « Non, je dois prendre la vie du bon côté. » Voilà. On ne va pas venir pleurer aussi et tout pour que vous vous sentez encore plus mal. Et surtout qu'Aurélie veut danser sur Raga. On a un invité, et pas des moindres, un des meilleurs journalistes de Côte d'Ivoire. En plus, il est de NCI. NCI, il n'y a que de la gloire ici, il n'y a que du talent ici. Mardoché Kouassi. On applaudit. Il est super Ebony, s'il te plaît. Oui. Mardoché, Oui. super Ebony, parce qu'il y a des gens qui ne savent pas trop. Comme je dis, NCI, il n'y a que de la gloire, il n'y a que du talent, il n'y a que des cracks, il n'y a que des personnes intelligentes ici. C'est ça. Super Ebony, là, c'est quoi? Alors, Super Ebony, c'est une autre façon de dire meilleur journaliste de Côte d'Ivoire. D'accord. Wow. Voilà. Ah, carrément. Parce qu'il y a Ebony et puis il y a Super Ebony. Voilà. Donc là, tu es au-dessus même Voilà. des Ebony. C'est ça. Voilà. C'est que tu ne fais pas dans la dentelle. C'est ça. Il y a le meilleur journaliste télé, meilleur journaliste radio, meilleur journaliste presse écrite, meilleur journaliste presse numérique. Et de ces 4-là, quand on les évalue, le meilleur des meilleurs, c'est lui qu'on appelle le Super Ebony. Il s'appelle Mardoché Kouassi. Et il est de quelle chaîne? NCI, la Voilà, la nouvelle chaîne ivoirienne. La chaîne étoilée. Hein. Alors, Mardoché, on parle avec toi aujourd'hui en tant que journaliste parce que tu as fait des éléments aussi sur cette vague de suicides qu'on a observé récemment en Côte d'Ivoire et on va parler avec toi. On va aussi parler avec un psychologue qui n'est pas présent sur ce plateau mais qui va nous répondre par vidéo. Donc, on va déjà parler avec le journaliste pour comprendre sur le terrain comment ça se passe et tout. Et au fur et à mesure, on posera des questions à notre psychologue qui n'a pas pu être là aujourd'hui. Mais en attendant, les filles, moi, je vais vous poser la question. Est-ce que ça vous a fait quoi déjà de savoir que la Côte d'Ivoire est l'un des 3 pays avec le plus fort taux de suicide en Côte d'Ivoire? Eh bien, c'est très choquant parce qu'en vérité, on a toujours tendance à dire que nous, les Africains, on est très forts dans la tête. On dit souvent même, on dit ça comme ça, on n'est pas dans les choses des Blancs, nous, on n'est pas faibles. On a toujours tendance à pointer comme ça l'Occident en se disant que ouais, on est quand même assez strong, mais en vérité, là, ça a choqué, surtout quand on sait que c'est, par exemple, des étudiants qui sont en plein en train de faire leurs études, qui ont un avenir vraiment très prometteur et qui se donnent la mort. Et voilà, il n'y a que des jeunes, en fait. Et c'est l'avenir du pays. Et ça, franchement,
sonnette d'alarme, quoi. Pour moi, c'est assez grave. C'est chaud. Mais il faut savoir qu'on est dans un pays vraiment, déjà un pays en plein développement. C'est un pays où ça bouge de partout depuis de très nombreuses années. Et au fur et à mesure qu'on évolue, au fur et à mesure que les choses se développent, il y a malheureusement des disparités aussi qui se font sentir, que ce soit des disparités sociales, des disparités financières. Et ça fait que beaucoup de gens n'arrivent peut-être pas à se retrouver dans cette compétition qu'il y a au quotidien de savoir comment tu vas réussir à dépasser l'autre, comment tu vas réussir à faire monter ton business pour réussir. C'est un ensemble de choses qui font que à la fin de la journée, quand tu rentres à la maison et que tu es fatigué, tu te dis mais comment tu vas t'en sortir? Je ne juge pas ceux qui le font, je sais que c'est quelque chose qui n'est pas bien, mais il y a cette compétition-là, il y a ce game-là, comme on dit, et tout le monde n'a pas la force mentale de pouvoir se supporter. Je suis d'accord. Et c'est ce qui fait que malheureusement, il y a des suicides qui arrivent en Afrique et en Côte d'Ivoire. C'est ça. Moi, quand j'étais plus jeune, j'ai connu quelqu'un, un jeune homme, qui était un grand frère à nous, sans vraiment dire le nom de la famille pour ne pas indexer. Et je ne sais pas, il avait quel souci, mais c'était vraiment quelqu'un qui était dans la joie. Et un matin, on nous a appelé, on nous a dit qu'il est monté au dernier étage de l'immeuble et il s'est tiré une balle, je ne sais pas si c'est dans la bouche ou dans le cerveau, je ne me rappelle plus, mais on se rappelle qu'il y avait ce mot suicide qui existait. C'est ça. Même dans les campements, dans les endroits comme ça, c'est vrai que là, maintenant, c'est très médiatisé, mais il y a toujours eu quand même cette histoire de suicide, du chasseur qui a pris son arme, du monsieur qui s'est poignardé, Et ça existe, mais là, vraiment, c'est grave, en fait. C'est grave. Il faut qu'on essaie de trouver les raisons. On a posé la question aux Ivoiriens, qu'est-ce qui explique, selon vous, qu'est-ce qui peut pousser une personne au suicide, selon vous? On écoute. Au fait, il faut le regarder sur plusieurs aspects. On a d'abord le quotidien de la personne, il y a les pressions qu'il vit chaque jour. Et s'il n'a pas un moral de fer, il risque de craquer psychologiquement et puis décider de mettre fin à sa vie. Il y a aussi les moyens financiers, il y a aussi la santé, où il pense qu'il ne peut pas guérir. Et ça peut le pousser vraiment à mettre fin à sa vie. Donc il y a plusieurs cas comme ça dans la vie. Et actuellement, on parle de la vie difficile. Alors si quelqu'un ne peut pas survivre à ses besoins, vous voyez que ça peut le pousser aussi au suicide. Il y a plusieurs raisons. La première à laquelle je pense, il y a la maladie, la dépression, qui peut pousser une personne à se suicider. Il y a d'autres facteurs aussi, comme par exemple les soucis financiers. Ce qui peut pousser l'homme à se tuer facilement, c'est le côté relation. Parce que plus part dans le monde, quand tu attends quelqu'un est mort, quand tu fouilles bien, c'est la femme. Parce que la femme même là, elle est la moitié de l'homme. Tout ce qu'elle demande, toi tu lui donnes. Tout ce qu'elle veut, tu lui donnes. Tes sommes, tu lui donnes. Il veut ça, tu lui donnes. Et puis au dehors même là, n'a pas de copine au dehors. C'est elle seule qui est dans ton cœur. Donc quand cette femme-là te fait le mal là, si tu n'as pas Christ derrière toi, tu peux mourir facilement. Bon, On n'entend pas rire, mais ça me fait rire. Goumen donne suicide. C'est sûr que Goumen donne suicide. Mais je pense que c'est dans les deux cas. Hein. Les femmes aussi, elles se sont souvent suicidées à cause des hommes. Bah oui. Donc c'est la même chose, c'est l'amour en général, on va dire ça. C'est l'amour. C'est le Goumen. Donc, Mardoché, moi je te pose la question en tant que personne, individu, pas le journaliste qui a fait des recherches et qui sait ce qui se passe sur le terrain, mais toi-même tu penses que qu'est-ce qui peut pousser les gens au suicide? Alors, il y a plusieurs raisons, comme les téléspectateurs l'ont indiqué. C'est purement psychologique. Vous voyez, j'ai écouté Yasmine tout à l'heure qui disait que on disait les Africains forts mentalement, n'est-ce pas? Mais ce qu'il faut remarquer aussi, c'est que notre société se modernise. C'est ça. Et les pathologies ou les situations qui n'étaient pas vécues dans une Côte d'Ivoire moins développée commencent à se vivre dans cette Côte d'Ivoire qui va vers l'émergence, où les choses s'accélèrent. Ouais. La compétition est plus rude. C'est ça. Et donc, chacun cherche par tous les moyens à sortir sa tête de l'eau. Ouais. Et quand vous sentez que vous n'avez plus d'issue, si vous n'êtes pas mentalement fort, et même quand vous êtes mentalement fort, à un moment donné, l'homme a ses limites. C'est ça.
Et si vous n'êtes pas peut-être spirituellement encadré ou soutenu, ou si vous n'avez pas un entourage assez fort qui remarque certaines choses et qui vient vers vous pour essayer de comprendre, vous craquez et ça peut provoquer ces catastrophes-là. Donc, pour me résumer, la pression qu'on subit aujourd'hui, due au développement et à la vitesse à laquelle vont les choses, peut-être éventuellement expliquer cela. Voilà. Au suicide, d'accord. Voilà. Donc, on a récemment appris qu'il y avait un jeune homme qui s'était pendu. Ouais. Est-ce que tu peux nous dire plus un peu? Alors, c'est un étudiant qui a un master 1 de physique-chimie. Donc, quelqu'un qui est si près du but. Si près du but, pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, si vous avez un master en physique-chimie, beaucoup de portes s'ouvrent devant vous. Bien sûr. Donc, c'est quelqu'un qui reprenait son année, certes, mais qui est dans une branche très exigeante en termes je veux dire, en termes de boss. C'est dur, en fait. De faire des veillées. En son temps, on parlait de 2 capis. C'est ça. Donc, c'est vrai, ça bosse beaucoup, ça bosse dur, mais il était déjà presque au bout du tunnel. Donc, c'est difficile de s'expliquer ces choses-là. C'est vrai qu'il était, il était chez un oncle ici à Abidjan, selon les informations qu'on avait. L'oncle a dû partir d'Abidjan. Donc, il squattait un peu certaines salles de l'université. Et puis, les week-ends, il rentrait en famille à Tanda. Donc, il y a beaucoup de circonstances. Et la situation est un peu difficile, c'est vrai. Mais moi, je m'explique difficilement ce suicide. C'est vrai. Parce qu'il est, comme je le dis et je me répète, Master 1, l'année prochaine, tu fais le Master 2, toutes les portes s'ouvrent devant toi. Mais qu'est-ce qui a bien pu pousser ce jeune homme à poser un tel acte? Ça a été dit, les enquêtes sont en cours. Les enquêtes sont toujours en cours, d'ailleurs. Les enquêtes ont toujours été en cours. Et donc, pour compléter, il aurait laissé un courrier. C'est ça. Où il indique que il laisse un courrier à ses parents pour dire ce dont on l'accuse, ce pourquoi on l'accuse. En tout cas, il n'est pas coupable. Ce n'est pas lui qui a posé l'acte, mais il ne dit rien sur l'acte en question. Ouais, c'est ça. J'ai vu qu'il avait laissé un courrier, effectivement. On ne sait pas. Alors, on a un élément d'une télévision consoeur qui a fait un reportage sur ce drame qu'il y a eu à l'université de Cocody. On regarde. C'est dans ce bâtiment, juste en arrière-plan, que son corps a été découvert. Vous, comment est-ce que vous l'avez appris? Moi, je l'ai appris au travers d'un groupe WhatsApp. Quand j'avais vu, ça m'a vraiment choqué. Je ne croyais pas comment est-ce qu'Ibrahim peut venir se pendre là. L'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan Cocody est dans la consternation. Sur une vidéo publiée sur les réseaux sociaux, l'on aperçoit Ibrahim torse nu, pendu au 2e étage du bâtiment U de l'université. Qu'est-ce qui a pu bien se passer? Étant en Master 1 déjà, il est sorti carrément du lot en fait. Il a fini les 3 niveaux de la licence. Il ne sait pas ce qui peut le pousser à faire ça. Il y a eu peut-être autre chose que nous, on ne sait pas. Installée dans la ville de Tanda, à plus de 300 km d'Abidjan, la famille Gadre d'Ibrahim, un homme serviable. Rien ne manquait, mon petit frère. Tout ce qu'il demande, on lui donne. Il m'appelle, je lui fais dépôt. Il était avec nous à Tanda ici. Il n'a jamais manqué de respect avec quelqu'un. Pour parler même là, c'est problème. Il n'a pas de problème à l'homme. Il respecte, tellement qu'il respecte. Quand il voit les gens pour saluer, même c'est le problème. Aujourd'hui, c'est sa mort que nous, on a pris ça, puis on est là, on souffre. Âgé de 28 ans, il était un étudiant exemplaire. La veille de sa disparition. Oui, la veille, nous étions au TD ensemble. Ce qu'il n'arrivait pas à comprendre, il posait les questions. Et le professeur répondait à toutes ces questions. Demain samedi, c'est là que j'ai appris la disparition de notre frère Zabagati. Les autorités policières ont ouvert une enquête pour élucider l'affaire. On veut que le gouvernement n'ait qu'à suivre le coupable de mon petit frère. On ne comprend rien. Si on nous dit la vérité, là, notre cœur, là, ça sera tranquille. Je suis Madame Diane Gakuba, cancer psychologue. Alors, il y a plusieurs facteurs qui peuvent pousser un étudiant au suicide. D'abord, il y a le manque de repères, le stress personnel, le manque de confiance en soi, le manque ou une faible affection à la maison. Déjà, on doit dire que c'est important de noter que l'éducation commence à la maison. Et la plupart des parents, même s'ils ont des enfants, des étudiants qui vont à l'université, ils se disent qu'ils sont déjà grands. Et ils laissent la tâche à l'université, à l'école, de s'en occuper. Alors qu'en fait, la vraie éducation commence à la maison. Donc ces enfants, en fait, ces étudiants, manquent de repères. Quand ils ont des problèmes, ils ne savent pas où aller.
Est-ce qu'il faut parler aux parents, des parents qui sont presque pas là? Est-ce qu'il faut parler aux éducateurs ou aux professeurs? Je pense déjà que dans le système éducatif, il manque un coin où l'enfant ou l'étudiant peut aller se confier, trouver des psychologues sur place. Et quand l'étudiant est submergé, surmené, manque de confiance, cherche des solutions et qu'il n'en trouve pas, ça peut le pousser à se suicider. Parce qu'il n'y a pas eu de communication, il n'y a eu personne pour l'écouter. Et manque de confiance, comme on l'a dit, l'amour. Ce qui peut aussi toucher un étudiant, c'est en fait quelques professeurs. On ne va pas généraliser, mais il y a des individus qui se disent « je suis là pour enseigner ». Je ne suis pas là pour regarder le côté émotionnel des étudiants, mais c'est très important. Il y en a qui parlent mal aux étudiants, qui lancent des blagues dans la salle. On se moque de certains étudiants, on pense que c'est une blague, mais ça les touche. Et à un moment donné, c'est la dernière goutte d'eau qui va les pousser à se suicider. Apparemment, voilà, tout allait bien, apparemment. On dit qu'il était un peu esselé, il était un peu dans son coin. Ouais. C'est ça, Mais moi, ce que je voulais demander, j'en parlais tout à l'heure, on avait vu aussi une vidéo récemment sur les réseaux sociaux d'un élève qui avait plongé dans la lagune et qui ne voulait pas en sortir. Oui. Et les gens étaient obligés de le forcer à sortir pour se mettre dans le bateau. Mais de manière générale, vous qui avez enquêté sur le terrain, est-ce qu'il n'y a pas aussi, je veux dire, des conditions difficiles pour les étudiants? Est-ce que vraiment ils sont dans de bonnes conditions pour pouvoir apprendre? Parce qu'on a reçu aussi des étudiants, je pense, il y a 1 an, qui nous expliquaient que les choses ne sont pas faciles au quotidien. Quand vous dites qu'ils dormaient dans des salles et tout, qu'est-ce qui est fait même pour permettre aux étudiants d'être dans de bonnes conditions pour éviter ça, en fait? Ce que vous dites aurait pu être la raison si ça se passait seulement à Abidjan. Ouais. Mais le problème, c'est que récemment, il y a eu Sikensi, un élève qui vit en famille chez ses parents, qui va à l'école tout près, à côté. Donc, ça peut expliquer cela, mais peut-être que ce n'est pas la seule raison. Si ce que vous dites, c'est possible pour les étudiants ici à Abidjan, pourquoi? Parce que quelqu'un qui ne vit pas sur le campus, qui habite par exemple à Port-Boué, qui doit venir à l'université, le matin, il va se lever très tôt pour espérer avoir le bus. Il va mettre du temps à l'arrêt du bus. Il va prendre le bus dans des conditions difficiles, arriver au campus peut-être en retard. Donc, psychologiquement, il est un peu touché, prendre des cours, chercher à se mettre à jour. Des matières comme la physique-chimie, quand vous prenez du retard, il faut rattraper cela avec des exercices. Donc, ça va vous demander des heures supplémentaires d'études. De stress. De stress. Ensuite, les cours donc, vont s'enchaîner. Et comme vous l'avez dit, il y en a... Les moyens aussi. Il y a les moyens financiers aussi. Voilà, il y a les moyens financiers qui manquent. Et dans le cas du jeune homme de physique-chimie qui s'est pendu là, il n'avait plus son tuteur à Abidjan. Donc, il n'a plus de domicile où il se sent vraiment à l'aise. Il squatte des salles de classe où les conditions sont difficiles. Donc, c'est les conditions d'études, effectivement, ou les conditions de vie. Les étudiants aussi, vous en avez parlé, qui se sont plaints. Voilà, oui, les étudiants également, dans l'élément même, récemment, on a fait à NTI News une série de reportages sur les conditions, le stress à l'université. Les étudiants en parlaient, c'est difficile. La famille, une grosse attente de la famille. C'est ça, sûrement. Un étudiant de médecine qui disait, après avoir échoué la première fois, il avait une dernière chance. Lui-même, qui expliquait les cours à ses camarades, a échoué pour la 2e fois. Du coup, il perdait sa place à l'université. Quelle force avait-il pour aller informer ses parents, lui qui était major de sa promotion en terminale? Beaucoup de stress. C'est beaucoup de stress. Hein? Et je voulais justement venir à ça. Mais avec ce genre de cas, justement, est-ce que ce n'est pas le moment aussi d'intégrer des psychologues, des psychiatres dans les universités, dans les écoles? Parce que je sais qu'à l'époque, dans les écoles privées déjà, ça se faisait. Les élèves qui étaient un petit peu perturbés ou très calmes, on les envoyait chez les psychologues pour comprendre un peu ce qui se passait. Des fois, c'était plus lié à des problèmes de famille, en dehors du fait qu'il y ait ce qu'on appelle le bully en anglais. Le harcèlement. Mais c'est-à-dire que donc, en famille, soit les parents ne s'entendaient pas, comme vous avez parlé de conditions difficiles, mais là, comme on parle d'une lettre qui avait été écrite en disant « c'est pas vrai ce qu'on a dit », donc on ne sait pas si c'est privé, c'est d'ordre privé, ou bien si c'est vraiment à l'université que les choses se passent. Mais pour moi, dans mon entendement, maintenant, avec tout ce qui se passe, comme Aurélie l'a si bien dit, on a tous vu l'image de l'élève qui ne voulait pas remonter, qui a replongé, etc.
il faut forcément des psychologues. Est-ce que ce n'est pas le moment d'arrêter de dire qu'il n'y a que les Blancs qui en ont besoin et nous, c'est sûr que là, maintenant, la personne ne peut dire que c'est une affaire de Blanc parce que les statistiques sont là. On a parlé de cet élève à Siken. Si on va regarder un élément dont Mardoché est le reporter. Kadjo Nguessan Hippolyte, élève en classe de 3e au collège Krafa d'Agra de Sikensi, a été retrouvé mort dans sa chambre par son père. Le jeune homme avait la gorge tranchée avec un couteau de cuisine près du corps. Les proches du défunt étaient encore sous le choc au moment où nous arrivions sur les lieux du drame. Quelqu'un qui n'est pas malade. Et puis un coup comme ça, tu le vois mourir là. Faut boire. J'arrive pas à croire cela. Pour eux, rien ne laissait présager la survenue d'un tel drame. Il n'y avait pas de problème, il y avait l'harmonie entre les frères partout. Nous tous ensemble ici. Il n'y avait pas de problème ici. Le dimanche, quand je me suis réveillé, vers 7 h, je partais vers la Patam qui est là. Maintenant, dans la Patam, là, quand je descendais vers là-bas, j'entendais des bruits. Il faisait crou, crou, crou. Je ne sais pas d'où venaient les bruits. À côté du fenêtre, j'ai ouvert la porte, la grande porte. Je n'ai rien vu. Quand j'ai ouvert la porte, au lieu il a dormi, j'ai vu quelqu'un, je l'ai vu couché. Et ici, c'est la gorge coupée. Le sang sur son visage, même, on ne pouvait pas même le reconnaître. Et puis le sang, ici encore, ici, le sang aussi. Il a fait crou. Et puis, elle a rendu l'âme. Ça, non seulement c'est traumatisant pour tous ceux qui regardent, mais c'est encore traumatisant pour le père qui a découvert le corps. Parce que voir son fils comme ça, dans un tel état, et puis il rend l'âme devant toi, en fait, son dernier souffle, il le prend devant toi, dans des conditions aussi atroces, c'est horrible. C'est horrible. C'est horrible, personne ne souhaite ça. Un élève en classe de 3e. Est-ce que vous avez enquêté pour savoir peut-être autour de lui, est-ce qu'il n'y avait pas peut-être du harcèlement scolaire? Est-ce que vous avez peut-être cherché à voir un peu plus, à savoir pourquoi? Oui, dans l'élément on le dit, selon toutes les personnes que nous avons interrogées, rien ne pouvait laisser présager d'un tel drame. C'est un élève normal. Peut-être qu'on ne peut pas mettre tous les sonores dans un reportage, mais le père disait que la veille au soir, il a laissé le jeune homme avec un de ses camarades en train de réviser leur cours. Et il lui a dit, après, en entrant, n'oublie pas de fermer ta porte. Il est ressorti ensuite et il a vu que la porte du jeune homme n'était pas fermée à clé. Il a interpellé, il a demandé au jeune homme de fermer sa porte. Il a fermé à clé. Et lui, le père, il est allé en chambre pendant que son fils avait fermé la porte à clé. Le lendemain matin, le jeune homme qu'on interroge là, c'est le grand frère du défunt. Il nous dit, le dimanche matin, il sortait de la maison avec son linge sale qui venait pour tremper. Il a croisé son frère qui entrait dans la maison. Et c'est 30 minutes plus tard que son père a crié quand il a découvert. Il venait d'où quand il a croisé? Je dis, le matin, tu sors de la maison, tu croises ton frère qui rentre dans la maison, donc c'est un fait banal et quotidien. Ok. Bon, d'accord. Voilà. On va revenir à tout ça, on va marquer une pause publicitaire et on se reprend tout de suite. De retour sur le plateau des Femmes d'ici, on parle de suicide, un sujet lourd. On parle avec Mardoché Kwasi, qu'on applaudit. Bon, notre joie, on voulait mettre dedans, là. Tout est parti. C'est pas évident, hein. C'est vraiment pas évident. Oui, vas-y. Alors, je vais juste rajouter un petit truc qui me vient à l'esprit pendant que ça passait, l'élément passait. En fait, il y a aussi un élément qu'on ne doit pas oublier, pour moi, pour ma part, sans prétention, qui est très important, c'est que nous sommes dans une société africaine. Et chez nous, nous avons beaucoup de choses très mystiques. Malheureusement, quand on le dit, on nous dit, oui, vous mettez, il n'y a pas de mort naturelle chez vous, quelqu'un ne se blesse pas, quelqu'un qui ne pas... Bon, on a toujours des choses comme ça. Mais en vérité, vous savez, à un moment donné, au fur et à mesure que le monde évolue, il y a différents sorts aussi qui peuvent se lancer. C'est ça. Avant, on parlait d'une certaine maladie dont je tairais le nom,
quand on voulait tuer quelqu'un rapidement, puisque la maladie tuait, on te donnait ça spirituellement. Le temps que tu ailles te soigner, tu reviens. On avait Drogbo, qui était au Ghana, qu'on connaît, qui soignait ça très bien. Mais bon, malheureusement, qui est mort. Et aujourd'hui, pendant que ça passait, je me dis, mais aussi, peut-être qu'il y a aussi ça. Parce que quand vous voyez des enfants très studieux, intelligents, qui n'ont pas de problème autour d'eux, ça peut être aussi, comme Aurélie l'a dit, un cas de suicide, parce qu'il a eu des soucis autour. Mais aussi, il ne faudrait pas qu'on écarte aussi le côté spirituel. C'est vrai. Est-ce qu'il ne serait pas bien aussi qu'il est temps aussi que les parents prennent leurs responsabilités et apprennent aux enfants vraiment à avoir une spiritualité importante? Moi, je pense que Yasmine n'a pas tort, parce que on va parler tout de suite là, du cas de la dame de Divo. J'ai regardé le reportage avant. Il paraît qu'elle recevait des esprits qui lui disaient de se pendre. C'est ça. Donc, oui, c'est dans le reportage. Je pense qu'on va regarder déjà le reportage, on va revenir à ça. S'il te plaît, sur le cas du jeune homme, effectivement, on a entendu ça dans les coulisses. Et moi, j'ai posé la question directement de savoir, est-ce que ce n'est pas un sacrifice? Il paraît que chez vous, les Abidji, il y a des génies que vous adorez, qui peuvent prendre les enfants, les pousser au suicide. Le monsieur a dit, eux, ils n'adorent pas ce type de fétiche. OK. Donc. Parce que pourquoi j'ai dit ça? Prendre un couteau aiguisé. Parce que s'il n'est pas aiguisé, ça te cause des problèmes. Tu peux te tuer là-même. Donc je ne vais pas spéculer parce que c'est vraiment la mort. Il faut respecter sans dire de bêtises. Imaginez-vous quelqu'un qui prend un couteau et qui a le temps, parce qu'il faut carrément trancher la gorge. C'est plus dur ce qu'il a fait là. C'est comme un sacrifice, c'est-à-dire c'est comme quand on tue un poulet ou un truc. C'est trancher la gorge. Et on ne s'arrête pas, parce que quand tu coupes là, c'est vrai que le sang va gigler, mais c'est encore les nerfs et tout machin. C'est douloureux. Mais le ligament, jusqu'à aller dans le throat. Et c'est douloureux. On est certain que c'est un suicide. J'en venais maintenant. C'est ça que je voulais poser, mais je me suis retenue. Moi, j'ai demandé, est-ce que vous avez des éléments, vous l'avez vu faire? Le monsieur dit, il ne peut pas dire que c'est un suicide parce qu'il n'a pas vu son enfant se suicider. La maman me dit, je ne peux pas accuser un étranger que je n'ai pas vu, ce d'autant plus que le couteau utilisé, c'est le couteau de la cuisine. Donc, dans leur tête, ils se disent certainement, quand tu lis un peu entre les lignes, les réponses, ils sont certains dans la tête que c'est un suicide. Que c'est un suicide, parce qu'il aurait pris le couteau dans la cuisine et se réveillé. Voilà, c'est ça. Mais il faut dire que la violence de cet acte-là, elle est particulière. C'est rare de voir quelqu'un qui se suicide avec un couteau aiguisé, parce que c'est très fort. Il faut pour arriver jusqu'à la gorge, c'est très fort. À un moment, même quand ça a commencé à te faire un peu mal là, même, tu as laissé. Mais il faut être très décidé, en fait. Bon, on va regarder l'élément sur la dame de Divo aussi, qui s'est pendue. On regarde. Des élèves mènent une activité de salubrité, mais manque à l'appel l'éducatrice du niveau 5e. 72 heures avant, elle avait été retrouvée pendue à un manguier dans son quartier. Retour sur les faits avec son voisin, qui faisait office de père adoptif pour la défunte. La corde a glissé jusqu'à ce stade. Là, ça l'a mise en genou. Elle avait les deux pieds de chaussures ici, les deux coudes. Elle a trouvé ça. Et c'est sur la brique sur laquelle elle est montée. La corde pendait dans son cou. La corde était son puits. Son puits, là, quand on prend pour puiser. C'est ce qu'elle a utilisé. La nouvelle est parvenue à son établissement. Le lundi, moi, il n'avait pas cours le matin, mais mes camarades sont venus m'annoncer qu'elle est décédée. Ça m'a fait tellement mal que j'ai coulé des larmes. C'était vraiment une triste nouvelle pour nous. À quelques pas de là, son bureau, son collègue a le cœur déchiré. C'est vraiment une séparation. En tout cas, c'est dur, c'est dur, c'est pénible. Depuis qu'elle était ici, ça fait la 2e année, mais elle n'a jamais eu de prise de bec avec quelqu'un même. Toujours joviale, vraiment, elle est en des bons termes, il y a tout le monde. Cap maintenant sur la résidence familiale. La déprime de la brutale séparation ferme les visages et étouffe les voix. Les rares à dompter la douleur se souviennent d'une victime affable, malheureusement accablée depuis l'an dernier par une dépression. Depuis l'année dernière, elle faisait une dépression. Donc moi, je l'ai recommandé à aller à Bergerville, dont elle était sous traitement. Elle est complice à ma femme. Donc, il y a les petits secrets qu'elle lui dévoilait. Et l'esprit lui demande de faire certaines choses, de poser certains actes. Quand la maladie vient, donc on essaie de la dissuader. Bon, mais pour la dernière fois, ça nous a surpris. Père spirituel de la défunte, le responsable de la communauté religieuse où le couple assumait la fonction de diacre et de diaconesse, confirme cette version, faisant dans la foulée des confidences. Nous avons constaté à un certain moment donné que la sœur souffrait, elle se plaignait.
voyez, des maux de tête, des agitements. Voilà. Et donc, cela faisait l'objet de prières intenses. Nous avons participé à ces prières, voyez, après lesquelles, donc, elle donnait le témoignage que un esprit lui disait donc d'aller se pendre. Voilà, donc c'est ce qu'on disait. Ça peut être d'ordre spirituel. Exactement. Maintenant, côté, si on veut expliquer ça scientifiquement, on parlera de schizophrénie, parce qu'elle elle entend des choses. Et je pense que là, le psychologue va nous parler un peu, il nous dira quoi la schizophrénie, comment la schizophrénie peut pousser des gens au suicide et qu'est-ce que les autres autour de soi, autour de toi peuvent faire, parce qu'elle en avait parlé. Ouais. Elle a dit qu'il y a un esprit qui vient la chercher. Donc, qu'est-ce que l'entourage aurait pu faire? On va écouter le psychologue. La schizophrénie peut pousser tout individu au suicide parce que déjà, tu n'es pas compris et puis tu ne fonctionnes pas très bien dans la société. La schizophrénie est une maladie qui n'est pas très bien comprise, d'abord par l'individu. Le manque de soutien, ces gens ne savent pas où aller, où trouver l'aide qu'il faut. Et oui, ça peut leur trouver, parce qu'ils vont s'isoler, ils vont développer des signes qui vont, sans médicaments, ils vont rester ainsi sans chercher le psychiatre qu'il faut pour avoir le soutien qu'il faut. Donc oui, ça peut te pousser au suicide parce que tu n'as pas reçu le soutien qu'il faut, les médicaments qu'il faut ou l'accompagnement qu'il faut. Oui, toute maladie mentale ou n'importe quel stress, tout problème qui t'empêche de travailler, de fonctionner dans la vie de tous les jours peut te pousser au suicide. Ce n'est pas que la schizophrénie, c'est en fait toute maladie mentale, tout stress chronique peut te pousser n'importe qui au suicide. Nous avons une société qui souffre. Notre société est malade et je pense que, en fait, ce genre de comportement reflète ce qui se passe sur le terrain. Ça montre en fait ce que les gens souffrent. Les gens souffrent depuis très longtemps. Mais comme dans notre société, on n'a pas prévu des systèmes d'accompagnement. Oui, en fait, les systèmes sont là, mais les gens ne savent pas où. Parce qu'on n'en parle pas beaucoup. La santé mentale est un sujet qui n'est pas très médiatisé. Et voilà pourquoi le suicide augmente. Ce n'est pas que c'est nouveau, ça existait avant. Mais c'est vrai qu'on en parle le plus parce qu'il y a les réseaux sociaux, il y a les systèmes de communication qui sont développés beaucoup plus. Mais le suicide était là depuis très longtemps, il existe depuis très longtemps. Mais oui, ça montre que nos sociétés, on a besoin de faire très attention. On a besoin de chercher le plus de psychologues, de les former, mettre des psychologues dans les écoles, dans les hôpitaux, dans l'armée, dans les familles, pour qu'en fait ils comprennent que quand on a mal, on a besoin de chercher de l'aide. Mais s'ils ne savent pas où se trouvent ces centres sociaux, les services sociaux, où ils sont localisés, s'ils ne savent pas où aller, ils vont se suicider parce qu'ils se trouvent qu'ils sont dans l'incapacité de trouver des solutions. Bon, je pense qu'on a compris plus ou moins. Tu sais, c'est ce que souvent je dis ça, moi je suis quelqu'un, quand même, on le sait, je prie beaucoup. Mais c'est vrai que souvent, je reproche quand même le fait à certaines personnes, certaines familles, de mettre tout aussi sur les attaques spirituelles, etc. C'est vrai, on est en Afrique, je ne dis pas le contraire. Mais il y a des maladies là, vraiment, Dieu même a mis des personnes, des médecins sur terre pour soigner des maladies. Dieu a mis des psychologues. Si Dieu a fait qu'il y a des psychologues, il y a cette matière, comme on dit, ou cette spécificité, ça veut dire que c'est pour aider des gens. J'ai un ami aussi qui a vécu à peu près le même problème. Bon, il n'en est pas encore arrivé au suicide, Dieu merci, on le suit beaucoup. Mais il entendait des voix. Il voyait des choses, il disait toujours que oui, il y a une lumière là, il va voir le spot qui est là, il va dire non, c'est un tunnel. Bon, quand la personne commence comme ça, on sait, on part toujours vers la prière. Mais il faut toujours associer ça aille de pair. à un médecin spécialiste. Et tous les fous ne sont pas à Bergerville. C'est même les fous. Et d'ailleurs, même un psychiatre disait que quelqu'un qui marche dans la rue là, c'est pas un fou. La folie, même, ce n'est pas un nom. C'est une maladie qu'on peut soigner, c'est juste le manque de moyens. Mais il faut juste développer ça. Moi, j'incite quand même à ce que, comme on a dit, les écoles puissent prendre attache avec des psychologues, des psychiatres, les familles puissent se rapprocher parce qu'on est en Afrique. Mais je suis désolée, la sorcellerie, là, que ce soit en France ou en Afrique, là, de toutes les façons, il y en aura toujours. Tout comme aussi la dépression, là, ce n'est pas que pour les Blancs.
Donc, qu'on arrête un peu avec cette histoire. Alors, moi, je peux être d'accord sur un côté parce qu'effectivement, il faut encourager surtout les gens à aller à l'hôpital, c'est très important. Mais je veux revenir sur le fait que moi, j'ai connu quelqu'un en Angleterre, c'était pas en Afrique, qui avait un problème de schizophrénie et paranoïa. Donc, on appelle ça les mental heal. C'est-à-dire que c'est des gens qui sont mentalement malades. Donc, il allait dans le centre, dans un centre approprié où on lui donnait des médicaments, des gros médicaments qu'il prenait. Alors, ce qui se passait, c'est que quand il prenait les médicaments, il grossissait. Et puis, ça le rendait un peu lolly, c'est-à-dire un peu... Il était un peu lourd sur lui. Un peu lent, groggy. Voilà, groggy, exactement. Et donc, ça se calmait. Ça se calmait. Et cette personne a vécu ça pendant longtemps. Bon, on a associé ça un peu au fait qu'il se droguait, il fumait un peu de l'herbe, il buvait aussi, donc tout était mis sur lui. Et puis, un jour comme ça, dans une église, j'étais présente, donc c'est pas quelqu'un de très proche, on a découvert que c'était une maladie spirituelle venant de sa propre famille. Donc ce que les pasteurs ont décidé de faire, ou les hommes de Dieu, bref, on dira comme ça, c'est d'aller voir sa famille. Et un membre de leur famille a confirmé que cette personne était dans des pratiques occultes. Et ces pratiques-là, il faut forcément qu'il y ait un de tes enfants qui soit forcément pris dans ce genre de choses. Et la personne disait que je suis désolée, mais je ne peux pas me retirer de mon clan comme ça pour lui. Mais on va prier. Mais je vous assure que lorsque les prières ont commencé et que les prières étaient intenses, cette personne qui venait d'avouer ça, excusez-moi de le dire à l'antenne, la personne est décédée. Parce que la personne, quand elle prenait ses médicaments, comme elle a dit, elle a associé les médicaments qui vont aussi à la prière, la personne est décédée. Mais beaucoup refusent les médicaments parce que les médicaments aussi, quelque part, il y a un revers. C'est que c'est là où ça rend encore plus la personne fada, en fait. La personne, non, la personne ne peut pas travailler, je pense qu'il faut adapter les traitements en fonction des niveaux de chacun. En Angleterre, là-bas, c'est la maladie. Vraiment, il faut associer. Oui, sur ce cas, dis non. Sur ce cas, on entend bien un parent qui dit qu'ils lui ont conseillé d'aller à Bingerville. À Bingerville, oui. Qu'elle était sous traitement. Ouais. La question que je me posais, est-ce qu'elle avait les moyens de suivre convenablement le traitement? C'est ça, parce que c'est ça. Parce que si tu as à Sikansi, que tu dois faire tes traitements à Bingerville... À Divo. Pardon, à Divo, c'est ça. Faire ces traitements à Bingerville. Est-ce que tu peux faire ces va-et-vient, ces allers-retours à ce moment? C'est très difficile. La question que je me posais... Il y a un manque accru de il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de choses qui doivent être réglées. Je vais ajouter un petit truc tout à l'heure quand on va revenir. On va revenir à ça. On va marquer la pause publicitaire et on revient. Merci de suivre la nouvelle chaîne ivoirienne. C'est la troisième partie de votre émission Les femmes d'ici. Nous sommes toujours avec Mardoché Kwasi qu'on applaudit. Mardoché Kwasi, on parle de suicide. Yasmine, tu voulais Exactement. Alors, ce que je voulais dire, c'est que quand on parle aussi de spiritualité, des fois, c'est difficile de le dire, mais nous avons des temples spirituels, sans pointer du doigt, qui sont spécialisés dans la guérison de la folie. Et moi, je l'ai su justement à cause de ce cas-là. C'est-à-dire qu'il y a des temples en Côte d'Ivoire et partout dans le monde qui sont représentés. Ils sont autorisés même dans les pays européens à ouvrir des temples. Et là-bas, les gens, on sait qu'eux, là, on dit tous d'eux. Hein. On dit qu'ils ne sont pas bons, ils sont mauvais, ils sont ceci, mais eux, là. En tout cas, si tu as un parent qui est fou, vraiment, tu veux vraiment du bien, là, tiens, on voit le parent là-bas. Là. En tout cas, sur 100 cas, je ne dirais pas de chiffres parce que je n'ai pas. Mais il y a beaucoup de cas ont été guéris. Et aujourd'hui, on fait de parler, on témoignait vraiment qu'ils entendaient des voix, comme tu dis. Et en fait, ce qui se passe, c'est que quand tu finis d'être guéri, ils voyaient même des gens, peut-être qu'ils les attaquaient, etc. Je pense qu'en fait, comme vous avez dit, il faut associer. Il faut associer. Mais les deux, il faut tenir compte surtout du côté spirituel. Voilà, puisqu'on est en Afrique. Ouais. Je pense que dans d'autres pays, ils ne tiendront pas forcément compte de cela, mais ici, on connaît nos réalités, on sait que ça existe. Absolument. Et donc, il faut en tenir compte. C'est-à-dire, il faut explorer toutes les pistes, en fait. Il ne faut pas être fermé pour se dire non, c'est forcément ça. Mais surtout, ces personnes-là, il faut être très proche de ces personnes. Oui, vous l'avez dit, et puis il faut être réceptif. On est dans une Afrique où les gens ne sont pas réceptifs quand quelqu'un a la dépression. On ne comprend même pas le côté dépression. La stigmatisation est tellement forte que le gars, il se sent seul dans son coin. Donc, il ne peut qu'obéir aux injonctions des esprits qui lui parlent ou bien des voix qu'il entend. C'est ça. Parce que c'est ça la seule solution pour lui ou pour elle. Voilà. Puisque s'il vit une situation difficile, il est stressé à l'école, il n'arrive pas à manger convenablement et qu'il parle à quelqu'un, on va lui dire, mais nous, on a vécu ça quand on était petite, ça, c'est rien, c'est ta formation. Alors que chacun a son degré de tolérance et d'acceptation. Donc, pour lui, c'est pas possible. Il faut qu'on lui parle, il faut qu'on le rassure. Mais nous, on a tendance à tout banaliser. On se dit, non, ça, là, c'est rien. C'est la formation, il faut laisser ça. C'est-à-dire qu'à l'époque, quand on était, même nos parents,
on était dans une cellule plus ou moins familiale où tout le monde se connaissait, tout le monde allait manger chez le voisin, etc. Mais on devient de plus en plus individualiste, un peu comme en Europe, ce qui fait qu'on ne s'occupe plus vraiment de ce que l'autre vit, de ce que l'autre ressent. Quelqu'un qui avait l'habitude de rire, la personne ne rit plus à côté de toi. Tu ne te demandes même pas, mon ami, il y a quoi? C'est ça. Donc, c'est difficile. Et il faut dire aussi qu'une des choses qui pousse beaucoup les personnes à la dépression, ce sont les réseaux sociaux. Il faut faire attention aux réseaux sociaux. Ce que vous voyez sur les réseaux sociaux n'est pas la réalité. Je répète, ce n'est qu'une partie de la réalité. C'est la partie visible de l'iceberg. Si vous voulez vous comparer à certaines personnes sur les réseaux sociaux, si vous voulez comparer votre vitesse ou bien votre évolution en fonction de ce que vous voyez sur les réseaux sociaux, vous êtes dans le pain, comme on dit, parce que ce n'est pas possible, ce n'est pas vrai. Dissociez les réseaux sociaux de la vie réelle. Avancez à votre rythme. Avancez en fonction de vos réalités. Avancez en fonction de ce que vous pouvez faire. Vous n'êtes en compétition avec personne, si ce n'est avec vous-même. Donc, c'est très important de ne pas se laisser désillusionner par ça. Et pour te rejoindre, justement, il y a des cas de viol, hein, des dames qui ont été violées. Moi, je me rappelle, je ne sais pas si vous avez suivi, il y a très longtemps, une jeune fille qui a été violée dans une... Je ne sais plus c'est quoi les circonstances, et qui a dévoilé ça sur les réseaux. Elle a fait une petite vidéo où elle a expliqué, elle pleurait et tout. Mais vraiment, les injures, espèce de menteuse. Tu allais chercher quoi là-bas? D'ailleurs, même tu as mis qu'elle a bien te connaître au quartier si tu allumes les gars. Même si c'est une allumeuse, entre griffes, comme ils le disent. Mais le tout, c'était qu'elle avait été violée, déchirée, bafouée. Elle a ressenti le mal. Bon, une telle personne, psychologiquement, qui n'est pas très forte, peut aussi penser au suicide. Parce qu'elle s'est dit que les gens m'ont acculé, les gens m'ont insulté, les gens m'ont... Regarde, qu'elle dit un gars qui dit qu'il a pris un moyen de transport, sans citer le nom, et qu'il a été agressé par ce fameux chauffeur. Bon, il est venu expliquer ça sur les réseaux. Ah, toi, tu es un menteur, ton histoire n'a pas l'air vraie, ton histoire a l'air fausse, tu veux te faire remarquer, tu veux juste faire du buzz. Cherchons à savoir la réalité des gens. C'est ça. Quelqu'un qui, même s'il cherche son buzz, mais cherchons à savoir la réalité. Et ces différents commentaires ont fait que d'autres personnes qui ont vraiment été agressées, peut-être de manière même plus difficile ou mauvaise, ne peuvent même plus venir témoigner. Vous savez, il y a également, chez les élèves, la plupart des suicides chez les élèves viennent du fait qu'il y a du harcèlement scolaire. Les enfants se font harceler constamment, en tout cas pour ceux qui ont un esprit faible, c'est eux qui prennent, ils se font frapper toute la journée par des amis, on se moque de leur forme physique, on dit qu'ils sont bêtes, mais en fait, en réalité, quand les enfants rentrent à la maison, ils ne disent pas à leurs parents ce qu'ils vivent. Ils se disent, ah oui, les parents demandent seulement, ah, tu as bien travaillé à l'école? Oui, maman, non, maman. Quand les résultats tombent et que l'enfant n'a pas de moyenne en classe, on se dit, ah, mais tu es nul. Le parent aussi vient rajouter pour dire que, voilà, je paye l'école, tu ne travailles pas. Alors qu'en fait, l'enfant subit une pression, mais de fou, en fait. Et on ne se rend pas compte. Et comme je dis, parce qu'on dit qu'on est en Afrique, ça n'existe pas. Et quand l'enfant va se suicider, on va venir dire demain, non, que voilà, c'est la faute à Dieu. Non, mais si, je suis d'accord. Il faut qu'on suive nos enfants. Il faut qu'on suive nos enfants. Et apprendre à nos enfants à respecter son prochain, à aimer son prochain. Parce que c'est tout ça qui fait que, malheureusement, à un moment donné, que si ce n'est pas enfant, c'est quand la personne va devenir adulte, qu'elle va avec plus de pression de la vie, elle ne pourra pas supporter, elle va se suicider aussi. Pour confirmer un peu ce qu'elle dit, on parlait du stress que les étudiants vivent sur le campus. Voilà, j'ai parlé tout à l'heure de l'étudiant en médecine. Vous vous souvenez, ses parents attendaient tellement de lui que lorsqu'il a échoué par 2 fois, et donc renvoyé de l'université, il n'a pas pu avoir le courage. Il a dû attendre des mois et des mois à Abidjan, parler à des amis qui l'ont encouragé avant qu'il ose aller affronter ses parents et leur donner cette nouvelle. C'est ça aussi, c'est ce qu'elle décrit. C'est vrai. Être capable de comprendre ce que votre enfant traverse, dans quel environnement il apprend, est-ce que toutes les conditions sont remplies. Quand un enfant vient avec un résultat qui n'est pas bon à vos yeux, comment vous réagissez? C'est ça. Est-ce qu'il aura le courage demain de venir vous dire « j'ai eu telle note » ou « j'ai vu telle situation » Ce qu'elle dit est vraiment... On va revenir à ça, mais le phénomène des réseaux sociaux est tellement important parce que ça va nous suivre pendant longtemps. Parce qu'on est dans une génération de réseaux sociaux. Ils sont nés avec les réseaux sociaux. Et donc, ça peut les formater. On a posé la question au psychologue qui va renchérir tout ça. On peut établir un lien, mais on ne va pas dire que les réseaux sociaux sont la seule cause
ou ce qui pousse les étudiants à se suicider. Mais on peut dire que oui, les jeunes gens se sont tournés vers les réseaux sociaux parce qu'ils cherchent des réponses. Ils cherchent des réponses à travers les médias, à travers les conseils qu'ils reçoivent ou les amis qui se font sur les réseaux sociaux, ou une sorte d'images, d'idées qui se disent « Ah, ça c'est le bonheur, ça c'est la richesse, pour être riche, il faut faire ceci », ou bien ils ont des mauvais repères. Donc oui, les réseaux sociaux, de temps en temps, peuvent pousser certains étudiants, certains individus qui manquent de repères, comme on l'a dit tout à l'heure, qui manquent de soutien à la maison, qui n'ont pas de confiance en eux, à avoir et à suivre le mauvais chemin et à leur pousser à faire des actes abominables, de se tuer ou de se faire du mal. Merci beaucoup, très cher psychologue. On va continuer avec notre série. Dommage qu'on ait une série de suicides. Avec Brian, qui est âgé de 17 ans et qui a été retrouvé aussi pendu. 17 ans, on ne sait pas si c'est suicide ou si c'est un meurtre. Bon, ou si c'est meurtre, mais généralement quand on entend pendu, on se dit que c'est suicide d'office. Mais bon, les enquêtes, on a un élément dans Focus fait divers. Il était sorti aller en boîte, on va dire chauffer avec ses amis, et quand il est revenu et tout, on l'a retrouvé pendu après au portail. On va regarder ça, c'est un élément de Focus fait divers et on revient. Appelé affectueusement Brayou par ses proches, Brian, âgé de 17 ans, est élève en classe de terminale au lycée privé Yapogaokei d'Akupé. Les vacances et congés scolaires, Brian les passait ici, à Cocody-Angré, chez sa grand-mère. Ici, il entretient également de bonnes relations avec ses proches. Toujours jovial et insouciant, le jeune Brian avait le vent en poupe auprès de la jante féminine. Certains de ses amis ne le voyaient pas d'un bon œil. Samedi 24 décembre 2022, la tranquillité de cette petite ville va soudainement être rompue. Cette commune va connaître un scandale aussi inattendu que terrifiant. Ce soir-là, Brayou, le fêtard, célèbre le réveillon de Noël avec ses amis. Bien entendu, il a pris soin d'en avertir ses parents. Il a demandé à sortir. On lui a accordé la permission. On lui a même donné le double des clés. Pour que lorsqu'il rentre, il puisse rentrer facilement à la maison. Brian, Brian. Kwasi Ossé Guy Florent fait partie des amis de Brian, avec lesquels il a célébré la fête de Noël. Il revient sur le déroulé de cette virée nocturne. On était allé boire dans une cave. Je était un peu actif. Il buvait dans presque tous les bars qui étaient près de la cave, en fait. Ce jour, moi, il n'avait pas d'argent. C'est de son argent qu'il a pu acheter des vins et la bouteille de liqueur. Seulement, voilà. Les deux amis avaient prévu rentrer tôt pour mieux se reposer et aider les parents le lendemain dans les tâches ménagères. Et puis, c'est avant de rentrer, il a dit non, qu'on rentre. Il me dit non, que bon, lui, il est là avec ses amis. Il dit quel ami? Que ce sont les PD. Il vous connaissez, il dit ouais, qu'on connaît sur Facebook. Mais moi, comme il ne le connaissait pas, il dit non, que ce sont des très bons amis à lui. Je dis d'accord. C'est que il m'a dit d'accord, c'est que demain à 18h. Guy Florent ne le savait pas encore, mais il voyait son ami pour la dernière fois. Car le lendemain, dimanche 25 décembre 2022, les proches de Brian vont faire une découverte glaçante. La vie de ce jeune, âgé seulement de 17 ans, a basculé dans l'horreur. Son corps sans vie est suspendu au portail de la maison. La scène est insoutenable. L'incompréhension est d'autant plus grande que Brian disposait des clés de la maison. Voulait-il passer par-dessus le portail et éviter de faire du bruit, de peur de réveiller ses parents? S'est-il suicidé? A-t-il été tué et exposé sur ce portail? Pour quelle raison? Autant de questions qui entourent la disparition tragique du jeune Brian. Alors, je ne sais pas si ça, c'est un suicide, parce que vu la disposition du corps, bon, je ne suis pas enquêtrice, mais je lis beaucoup et je suis aussi scénariste.
Donc, vu la disposition de ce corps, ça ne ressemble pas du tout à un suicide. Bizarre, ça ressemble pas du tout à un suicide. On ne peut pas vraiment trop dire quelque chose parce qu'on n'est pas enquêteur, comme tu dis, mais c'est bizarre cette affaire. Quand j'ai regardé le documentaire, parce que je l'ai regardé, je me suis dit, ce qui m'a intriguée, et justement je voulais en parler, je voulais d'abord demander si c'était possible, c'est qu'en fait, on a cette génération de jeunes garçons qui ont, je ne sais pas si je peux le dire, des tendances différentes des autres. Donc, comme il a dit, il était avec des homosexuels, pour ne pas dire le mot fort qu'il a prononcé dans le maquis. Donc, vous savez, des fois, il y a un jeune qui disait comme ça qu'à l'école, une mère qui dit que son fils à l'école, on le frappe, on l'insulte, oh, toi ceci là, oh, toi cela là, toi machin, tu es comme femme, tu fais tes manières comme femme. En vérité, il ne sait même pas ce que ça veut dire. Lui, il a sûrement des manières, mais il n'a jamais été amoureux d'un homme. Donc, il est juste efféminé. Il est juste efféminé. Il n'a même pas de rapport parce qu'il ne sait même pas ce que c'est, il est jeune. Mais on le martyrise à cause du fait qu'il soit efféminé à 100%. Et ce jeune homme dit que j'ai tellement été rejeté par les femmes, j'ai tellement été rejeté dans la société, que lorsque j'ai eu ma majorité, je me suis dit, tiens donc, tant qu'à faire, qu'est-ce que c'est qu'un homme? Et il a cherché à avoir des tendances, mais en vérité, il n'avait aucune attraction réelle. Mais c'était juste qu'il avait il était efféminé. Et là, quand j'entends qu'il est avec peut-être des gens de cette trempe, je ne peux pas parler parce que je ne veux pas faire mal au cœur des parents, je ne peux pas me prononcer en tant que mère, mais aussi souvent, on doit apprendre à lire entre les lignes avec nos enfants et essayer de leur parler. Oui, mais je veux dire, même s'il a des tendances, mais pourquoi ils vont le mais faire ça? C'est quelque chose, puis tu as une famille beaucoup religieuse et que toi-même, au fond de toi, tu n'as pas envie de le faire parce qu'on t'a toujours dit que c'est des mauvaises choses et qu'un soir, peut-être après l'alcool, tu tombes dans un truc comme ça là. Ça peut t'envoyer à... Tu sais, tout le monde... Genre, peut-être, je ne comprends pas trop ce tu parles de culpabilité, c'est ça? Je parle de culpabilité. Il vient de le faire, et comme son environnement refuse cela... Lui, il va se suicider en s'approchant à la porte. Non, je ne parle pas de lui. Ah, ok. En général, je ne connais pas son cas. Je ne peux même pas spéculer sur la mort de quelqu'un. Je respecte sa mort et ses parents. Je ne peux pas parler de lui. Je dis, en général, il y a ce genre de cas aussi. Je peux comprendre, oui, ça c'est tellement délicat parce que vraiment, comme on dit, on ne peut pas se faire de suppositions. Il y a une enquête qui est en cours. Je pense qu'on aura la réponse bientôt, j'espère. Moi, ce qui me fait beaucoup de peine, c'est surtout au niveau de la famille. La tante qui pensait vouloir faire plaisir au petit en le laissant sortir, j'imagine la culpabilité qu'elle peut qu'elle porte. Et son ami qui l'a laissé là. Ouais. C'est son ami, j'imagine son ami là. Il aurait pu le dire encore, mais il va se... Voilà. Ouais. Ah non, ça c'est terrible. Ce sont des choses qu'on ne peut pas prévenir. On ne peut que prier. Comme tu dis, c'est vrai, la prière est importante. On ne peut que prier pour éviter que ce genre de choses arrivent à nos enfants. Mais toujours est-il qu'il faut faire toujours attention aux fréquentations. Pour regarder avec qui vos enfants se promènent, ils viennent d'où. Quand à l'époque, nos parents disaient ton ami là, son papa là, c'est qui? Sa maman là, c'est qui là? Moi, je ne comprenais pas pourquoi. Mais maintenant que je suis maman là, je me rends compte aussi. Il faut beaucoup parler à ses enfants parce que même si ce que Yasmine a dit, même sur ce que Yasmine a dit, si par exemple il a des amis ou bien il est dans une trempe bizarre, il faut qu'il ait suffisamment confiance en ses parents pour que même s'il tombe dedans, il puisse venir leur dire sans problème, sans grosses répercussions. Parce que moi, je vais vous dire un truc que je n'ai jamais dit, justement, c'est que moi, j'ai déjà eu envie de me suicider. Ah bon? Oui. Et ça, j'étais en 6e, 5e. Et je me souviens très bien, parce que moi, je n'ai pas beaucoup de souvenirs de mon passé, parce que tout ce qui est négatif, moi, je coupe. Moi, je suis comme un ordinateur. C'est pour ça que les goumins, les trucs là, moi, je n'ai jamais eu ça. Parce que je coupe tout de suite. J'ai une très bonne capacité à faire ça. Mais je me souviens très bien de ça parce que j'avais eu 6 de moyenne à l'école et je savais que mon papa allait me frapper. Voilà, c'est ça. Et donc, je marchais, parce qu'en ce moment-là, je marchais pour aller à l'école et puis je revenais et tout. Et il pleuvait. Et j'étais en train de dire à Dieu, je dis, à cause de 6 de moyenne, on va me frapper. Donc, moi, je vais me suicider. Parce que je suis fatiguée, en fait. Parce que moi, je n'étais pas très brillante à l'école. Moi, je n'étais pas très brillante. Je n'avais jamais de grosses moyennes et tout. Et à tout moment, si tu n'as pas de bonne moyenne, on va te frapper. Donc, je disais à Dieu, si on doit me frapper pour ça, franchement, moi, dès qu'il me touche, moi, je vais me jeter, en fait, sur la route. Ça, c'est ce que j'ai dit à Dieu ce jour-là. J'ai dit, dès qu'il me frappe, moi, je m'en vais me jeter. Parce que là, je suis fatiguée. Je sais que je ne vais jamais avoir 20 de moyenne, je ne vais jamais avoir 15. Ouais. Voilà, je ne suis pas si truc que ça à l'école, donc. Et c'est bizarre, mais quand j'avais trop peur. Je suis rentrée à la maison tard. Et je ne sais pas ce qui s'est passé, mais
Ce jour-là, mon papa ne m'a pas frappé. Tu as Il vu, m'a des cadeaux. pas frappé. Non, il attendait qu'il le frappe. C'est-à-dire que c'est Voilà, Dieu ça. qui a fait. C'est Dieu, en fait. S'il avait giflé ou bien il avait tapé. C'est ça que j'ai dit. J'ai dit, si il me touche. J'ai dit à Dieu, tout le chemin, il pleuvait et je pleurais. J'ai dit à Dieu, si jamais il me touche, moi, je me suicide, ça, je te le dis, parce que je suis fatiguée. De tout le temps, tu ne travailles pas bien à l'école, donc on va te frapper, ça, franchement, je ne veux pas. Il faut voir quel genre de frappe aussi. Et donc, je suis rentrée, il ne m'a pas frappé, je ne sais pas si lui, il avait des trucs au travail, il ne m'a pas touchée. Il a dit, bon, il n'a même pas parlé même, en fait. Il a laissé, et ça, après, c'est passé. Mais après, quand j'ai repensé à ça, je me suis dit, donc tu vois comment un élève peut être... peut être emmené. La pression des parents peut causer beaucoup de dégâts. Et tu vois, si par exemple, il m'avait tué et que je l'avais fait, bon, tu vois. Ou bien si mon esprit peut-être était faible et que j'avais fait même avant même d'arriver à la maison, tu t'imagines. De peur qu'on te touche, tu ne serais pas assise au milieu de nous quand on fait le show comme ça ici, toi aussi. Et puis, je n'ai pas fait de quelqu'un là. Qui allait faire le à tout à l'heure que nous on aime. La question, tu sais, hier, j'avais un problème de parallélisme avec la voiture. Donc, je suis allée dans un coin à Nono, j'étais assise le temps qu'il fait, bref. Et puis, j'ai vu une dame passer avec son enfant. Mais le bébé là, il est comme ça, hein. Il a porté caleçon seulement. On passe ici, il a été frappé. On passe ici, il a été... Bon, c'est vrai que nous, on entend toujours ça. Mais bébé là, même s'il a trop, mais il a 3, 4 ans, les bébés qui marchent, le pied un peu à quai, il n'arrive pas encore à marcher. Donc, quand j'étais assise, puisque nous, quand on sort, on pense toujours à l'émission, je dis, mais est-ce que, quand tu vas parler, ils vont te dire qu'on est en Afrique, c'est normal qu'on frappe, ça ne leur dit rien. C'est l'éducation des Blancs, ils veulent l'emmener ici. D'autres vont te dire même que la Bible dit que le bâton ne s'éloigne pas de l'enfant. Aussi, les musulmans aussi vont dire pour eux. Mais j'aimerais savoir à quel degré est-ce qu'on doit frapper un enfant. Non, mais je pense que au point de ne pas traumatiser un enfant. Et ça, c'est une mission vraiment qu'on doit faire parce que c'est trop grave. Non, mais on doit faire ça. Tout ça, ce sont les dérivés du... Non, déjà, frapper, c'est le dernier recours. Moi, je disais toujours que on a tous été frappés dans notre vie là. Mais quand c'est comme ça, c'est pas la première option. Mais en même temps que tu grondes ton enfant, je dirais même pas frapper, mais autant tu lui apportes de l'amour. C'est ça, bien sûr. Tu lui expliques pourquoi. Merci, parce que c'est parce que je t'aime. Parce que voilà. On est en fin d'émission. On est en fin d'émission. Je pense que Mardoché, merci beaucoup de nous avoir éclairés sur certaines choses. Et si vous aussi, vous êtes en dépression, que vous sentez une certaine pression et que vous voulez venir parler, parce que c'est difficile d'avoir des personnes qui vont parler de ça à visage découvert, parce que généralement, les responsables sont auprès d'eux et ils n'ont pas envie de rentrer à la maison après ça. Mais si vous avez la force de le faire et que vous voulez venir sur ce plateau, ce sera avec plaisir qu'on va vous recevoir. Et même la personne responsable de ce harcèlement, peut-être que la personne ne sait même pas. Parce que les parents, par exemple, qui frappent et tout, ils ne savent pas forcément qu'ils sont en train de créer quelque chose chez l'enfant. Eux, ils n'ont que ce qu'ils ont reçu. C'est ça. Donc, c'est ce qu'ils transmettent. Voilà. Alors que chaque enfant est différent. Alors, on pourra aussi inviter ce parent-là et on pourra en parler. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Et il faut qu'à la fin de cette année-là, la Côte d'Ivoire ne soit plus jamais dans les taux de suicide, même en Afrique même. Il faut que ça parte. À demain pour un nouveau numéro des Femmes d'ici. Bye bye. Vous venez de suivre Les Femmes d'ici avec Double Millionnaire. Avec son nouveau format plus économique à 1500 francs, découvrez la nouvelle Kiren 10 litres, facile à utiliser.